Yo yo yo! Pour être tout à fait honnête, je savais pas du tout quoi prendre comme vidéo après Polystory et avec Mathieu on s'était amusé à faire des top décennies 60, 70, 80, etc. Quand on préparait justement la vidéo sur le top de la dernière décennie. Et c'est Mathieu qui a eu l'idée de dire autant prendre un film de ces tops là. Donc déjà, autant vous dire qu'on aime beaucoup ce film, parce qu'en plus de ça, il est présent dans nos deux tops. Ce qu'on porte aussi dans notre cœur, c'est quand vous vous abonnez à la vidéo, et si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager, parce que ça permet de nous soutenir et ça fait plaisir. Alors plongeons tout de suite dans la sueur de la Horde sauvage de Sam Peckinpah, sorti en 1969. C'est l'histoire d'un groupe de hors-la-loi qui se retrouve en cavale lors de leur dernier braquage, pourchassés notamment par un homme qui les connaît très bien. Le film est réalisé par Sam Peckinpah, et si on devait me demander qui est pour moi le réalisateur le plus sous-coté, je pense qu'instinctivement, je répondrais Sam Peckinpah. Il a marqué son époque au fer rouge, et pourtant, il est oublié. Quand on cite des réalisateurs des années 70, avec encore plus l'expansion du nouvel Hollywood, très rarement le nom de Sam Peckinpah ressort. Au-delà d'avoir été important dans son époque et au travers de ses films, il l'a aussi été dans tout un pan du cinéma, et encore aujourd'hui. On en avait parlé dans Pourquoi il faut regarder à toute épreuve, et on avait expliqué comment La Horde sauvage avait influencé John Woo et le cinéma hongkongais en général d'ailleurs. Bref, Sam Peckinpah est un grand oublié, mais c'est aussi dû à sa personnalité et à ses films, des films souvent nihilistes où l'espoir existe rarement. Et il a fait d'autres chefs-d'œuvre, et honnêtement, on risque de souvent reparler du bonhomme, mais pour info, il a fait notamment Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia, Pat Garrett et Billy the Kid, Les Chiens de paille, et mon préféré, Guet-apens, avec un Steve McQueen qui termine des mecs au fusil à pompe. Mais du coup, pourquoi ce film est génial? Déjà, à l'époque à laquelle il sort. Il faut savoir que dans les années 60, c'est un peu les Italiens qui avaient repris justement le flambeau des westerns avec les western spaghetti, avec Sergio Leone évidemment en tête. Et puis aux États-Unis, la figure de proue du western américain, c'était John Ford. Et c'est vrai que c'était un peu des westerns un peu propres sur eux, entre guillemets. Les Sergio Leone, les films italiens, ils étaient revenus avec un truc un peu plus sale, un peu plus poussiéreux. Et La Horde sauvage, c'est ça. C'est ce côté poisseux qu'a le western qui transpire à l'écran. Ce genre de western sauvage où les personnages ont les dents sales, sont primitifs, filmés comme des vautours d'ailleurs, mais jamais le film ne les prend de haut. C'est sale et surtout c'est osé. Et il y a vraiment des scènes dans le film incroyables, mais on y reviendra. Mais il y a une vraie mise en scène autour de ce côté poisseux dans les costumes et dans le maquillage. Mais je vais prendre en exemple la première séquence du film. Tout le cinéma de Peckinpah est résumé dans cette séquence. Déjà, regardez comment le film commence. Il filme des enfants en train de s'amuser à avoir des fourmis manger des scorpions. Et vraiment, regardez les gros plans sur les enfants, ils kiffent. Le mec a aucune foi en l'humanité. Déjà, ce côté nihiliste se fait sentir dès les premières minutes du film. Ensuite, on passe un peu, en même temps, il fait le générique. Puis, les personnages rentrent dans la banque et regardez quand est-ce que Peckinpah décide d'afficher son nom à l'écran. Alors que le personnage principal, Pike, était plutôt gentil juste avant, d'un seul coup, il jette quelqu'un et il dit « S'il bouge, tue-les ». Boum, freeze frame, directed by Sam Peckinpah. Le mec apparaît au moment où les personnages disent « tue-les ». Et comme Bad Boys 2, c'est pas anodin. Bref, ensuite, il y a toute la création de la tension de la scène. Peckinpah en profite pour bien situer tous les protagonistes, on comprend l'espace, qui est où, et c'est très important, encore plus lors d'une fusillade à venir. En même temps, il caractérise chaque personnage et il continue de faire monter la tension jusqu'au moment où ça explose et c'est littéralement le chaos. Je vais juste vous prendre un exemple, mais regardez ce moment où il tire sur le mec et le montage. Pendant qu'il tombe, il coupe sur d'autres moments de la fusillade et on revient plusieurs fois ensuite sur le mec qui tombe. C'est un montage qu'on voit quasi nulle part ailleurs et ça rend la séquence tellement chaotique. Bref, juste cette séquence est un chef-d'œuvre sur comment justement instaurer son propos dès le début du film, mais aussi comment créer une tension jusqu'à l'explosion et comment filmer le chaos. D'ailleurs, le mec est tellement nihiliste que pendant la fusillade, il y a des civils partout. Il y en a qui meurent, ce qui paraît assez rare, mais le mec ne croit tellement en rien. Et puis, on suit quand même une bande de hors-la-loi, et c'est pas des enfants de cœur. Enfin, si, il croit en une chose, le Mexique. Parce que Sam Peckinpah est pro-Mexique. Et ça se ressent dans le film. Il a vécu lui-même avec une Mexicaine. À un moment dans le film, pendant leur fuite, il passe au Mexique et le village ressemble littéralement à un paradis. C'est l'un des rares moments d'insouciance d'ailleurs pendant le film. Et même le Mexicain du groupe de hors-la-loi s'appelle Angel. Encore une fois, c'est pas anodin. Et tout ça, c'est un film de commande. Parce que son film d'avant, Major Dundee, ça avait été un échec au box-office. Et en fait, c'est d'autres personnes qui sont venues vers lui en lui proposant La Horde sauvage, en pensant que ça lui irait bien. Et ça paraît tellement inimaginable aujourd'hui qu'un réalisateur puisse mettre ses envies, ses peurs et ses obsessions dans un film de commande. Et puis d'ailleurs, le western, c'est peut-être le genre qui correspond le mieux à Sam Peckinpah, parce que peut-être que c'est là où son nihilisme fonctionne le mieux. Et puis la scène d'intro et la scène de fin de ce film vont vous marquer à vie. Et rares sont les films qui vous laissent
des images à vie dans la tête. D'ailleurs, petit bonbon, je vais vite fait parler de la fin, donc je vais spoil. Et au final, la chronique, elle est déjà finie et je vous invite vraiment à aller voir ce film. Encore une fois, c'est un chef-d'œuvre et en plus de ça, il est très important dans le western et dans ce qu'il a apporté aussi dans le western aux États-Unis. Donc voilà, allez voir ce pur chef-d'œuvre. Et puis, c'est parti, spoil time. C'est intéressant parce qu'il n'y a pas vraiment de ville après celle du début. Il n'y a que des zones de passage, on va dire. Comme une route sans fin vers la mort, comme un purgatoire. Mais ce dont je voulais surtout parler, c'est la toute fin. Parce que pendant tout le film, c'est des hors-la-loi presque sans cœur qu'on suit, d'accord? Et quand Angel se fait capturer et quand ils le voient se faire torturer, ils ont comme un élan d'humanité. Et d'un seul coup, ils veulent pas croire qu'ils sont comme ces monstres qui torturent Angel. Leur élan d'humanité les amène à la mort et ils le savent d'ailleurs, ils l'acceptent. Et ils font ça pour sauver un Mexicain qui s'appelle Angel. Et au final, donc, c'est quand ils décident enfin d'être humains qu'ils meurent. Est-ce que c'est pas un discours encore plus nihiliste? Bref, regardez ce film et regardez ce film. Parce que le plus important, c'est pas que vous l'aimiez, c'est surtout que vous l'ayez vu. Surtout un film aussi important dans son époque et aussi dans le cinéma en général. Nous, on se retrouve la semaine prochaine et cette fois avec une grosse vidéo parce que ce sera autour de la saga des Dirty Harry et puis aussi comment créer un mythe et comment surtout aussi évoluer ce mythe-là au sein d'une même saga. Bref, à la semaine prochaine. Banks. Voilà, c'était une vidéo un peu courte, mais voilà. À la semaine prochaine. Nous... Putain, mec. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Putain, je sais même plus qu'est-ce que je dois dire. Du coup, je mélange tous les mots dans tous les sens. C'est la dernière phrase. Il n'y a rien qui va. Je suis en train de tout raccourcir. Allez,